8h10, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Thomas, vous recevez ce matin Laurent Berger, le secrétaire général de la SFDT. Et qui vient d'ailleurs d'être réélu avec un score de maréchal à la tête de son syndicat. Bonjour et bienvenue à vous, Laurent Berger. Bonjour. Vous avez toujours été très engagé, très fortement et sans ambiguïté contre le FN, devenu le Rassemblement National. Le Rassemblement National qui a obtenu 2 vice-présidences de l'Assemblée hier, avec des voix qui ne venaient pas de son camp. C'est le jeu de la démocratie ou c'est un problème pour vous ce matin ? Qu'il y ait 89 députés Rassemblement National au Parlement, Ils sont élus. Ils sont élus, mais c'est un problème quand même. Ça veut dire qu'on a un problème dans notre pays pour que 90 députés d'extrême droite soient présents au Parlement. Ensuite, il y aura forcément des gens dans les commissions qui seront de ce parti, puisqu'ils sont 90. Mais c'est un problème. En vrai, à la vice-présidence de l'Assemblée, oui, je crois que c'est un problème. Il aurait fallu l'éviter. Après, c'est le jeu du Parlement. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'on continuera de dire qu'il y a une digue entre ce que représente l'extrême droite et ce que nous portons comme valeur. Et on ne s'adressera pas. Par exemple, on a envoyé à tous les députés cette semaine les propositions de la CFDT sur tout un tas de sujets, le pouvoir d'achat et autres. On ne le fait pas aux députés du Rassemblement National. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect aux électeurs du Rassemblement National ? Non, parce qu'il faut distinguer ceux qui sont élus de ceux qui ont voté pour. Ceux qui ont voté pour, on a, je crois, un devoir d'aller les voir et d'aller leur expliquer que les valeurs que l'on porte sont incompatibles avec celles que porte le Rassemblement National. On va s'en apercevoir très vite. On va s'en apercevoir très vite sur un certain nombre de sujets. Il y en a un, par exemple, sur la question de l'IVG, de la constitutionnalisation de l'IVG, du droit à l'IVG, sur lequel on va peut-être comprendre des choses un peu plus. Un des premiers travaux de cette nouvelle Assemblée, ça va être le projet de loi sur le pouvoir d'achat, dont on connaît maintenant à peu près les grandes lignes. Le gouvernement peut le faire voter avant les vacances, hausse des APL, plafonnement des hausses de loyer, prolongation du bouclier énergétique, hausse de 3,5% du point d'indice pour les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous pensez de l'ensemble des mesures qui ont été présentées globalement ? Globalement, il faut ces mesures. Et ces mesures, elles sont à la fois des aides aux ménages les plus modestes pour pouvoir vivre correctement. Elles sont nécessaires. Elles pourraient être plus importantes, je pense au relèvement des minima sociaux, par exemple. Et elles ont, pour les agents publics, une revalorisation salariale. Il y a le point d'indice, mais il y a aussi le relèvement des catégories B. C'est important, parce qu'il y en a deux échelons qui sont en dessous le SMIC. Mais tout n'est pas sur la question du pouvoir d'achat au Parlement. Il y a aussi une responsabilité des employeurs. Aujourd'hui, par exemple, il y a un mouvement de grève à l'établissement français du sang parce qu'on n'arrive plus à recruter, mais il n'y a pas d'augmentation salariale. Il y a aussi des mesures à prendre dans les régions. Aujourd'hui, on va signer en Bretagne un relèvement des salaires pour les conducteurs de cars scolaires parce qu'on n'arrivait plus à en trouver. La région Bretagne, en lien avec les organisations syndicales, dont la CFDT, va signer un accord qui permet de faire 150 € net de plus par mois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ne doit pas se passer au Parlement. Mais les mesures qui sont prises... Ça ne peut pas venir que de l'argent public. Non, il y a une responsabilité. Le pouvoir d'achat dont on parle beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on consomme. Là, il y a une responsabilité des pouvoirs publics d'aider les ménages les plus modestes, d'avoir des mesures sur l'énergie, mais aussi la mobilité, par exemple. Et puis, il y a aussi les employeurs. Et je crois qu'il y a un peu un risque dans cette période, c'est de considérer que le salaire, finalement, ce serait juste par des mesures prises par les pouvoirs publics. Non, il y a une responsabilité des employeurs. Il faut la remettre au cœur du sujet sur le pouvoir d'achat. Vous aviez dit que vous souhaitiez une contribution sur les hauts revenus. C'est quoi, à chaque problème un impôt, à chaque problème une taxe? Non, c'est pas ça. Mais on a une période exceptionnelle. Ouais. On l'a encore vu tout à l'heure dans le journal. Il y a quand même une guerre aux frontières de l'Europe, en Europe, et qui touche la vie des Français. Et qui va la toucher beaucoup à la rentrée. Sur la question énergétique, ça va faire mal. Il y a une inflation qui est terrible. Eh bien, dans ce moment-là exceptionnel, qui touche les ménages les plus modestes, moi je ne dis pas que tout le monde est en galère. Alors qui la paierait cette contribution ? Mais je crois que le gouvernement se met dans une impasse en fait. Le gouvernement, il a un dogme, c'est on ne touche pas du tout à la fiscalité. Tout le monde sait qu'on est dans une période exceptionnelle, les très très riches ou les versements, le capital qui n'est pas taxé au même niveau que les revenus du travail pourrait contribuer davantage à des politiques de solidarité. Vous dites, en fait, il faut augmenter les impôts, il n'y a pas le choix. Non, ce n'est pas augmenter les impôts, c'est d'avoir un impôt plus juste. Aujourd'hui, avec la flat tax qu'a fait la majorité précédente, avec le refus de taxer les revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, on se prive de ressources qui seraient très utiles pour avoir des politiques en direction des ménages les plus modestes, mais aussi des politiques. Vous savez, on a affaire. Ce qui est dramatique dans cette période, c'est qu'on a besoin d'argent public pour venir en aide aux ménages les plus modestes, mais on a aussi besoin d'argent public pour investir
L'éducation, qui est dans une situation très difficile. La santé, on va le voir cet été, malheureusement, avec des services d'urgence qui vont fermer ici ou là. Mais aussi la transition écologique. Et donc, il va falloir à un moment donné qu'on se dise comment on finance tout ça. C'est Et quoi c'est pas un haut anormal revenu que ce soit les C'est plus... quoi un haut revenu? Qui doit payer cette contribution? Parce que vous proposez une contribution sur les hauts revenus. Mais les hauts revenus, c'est les 0,01%, les derniers déciles, les derniers centiles. On peut discuter de qui c'est. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que les revenus du capital, ils ont augmenté. Et quand il y a un problème des revenus du travail, on n'arrive plus pour nombre de travailleurs à vivre décemment de son travail. Donc regardons ça en face. Moi, je n'ai pas la solution miracle. Ce que je dis, c'est que le gouvernement là, se met dans une impasse à refuser de regarder comment chacun contribue à cette période exceptionnelle. Les Français, ils contribuent, hein, malgré eux. Pour nombre d'entre eux, l'inflation, c'est la plus grande des inégalités, parce qu'elle ne vous touche pas de la même manière que si vous touchez un salaire correct, que si vous touchez le SMIC. Donc on peut quand même poser cette question-là sans que ce soit tabou. On est face à un gouvernement qui parfois, ou une majorité qui nous dit « oui, il ne faut pas s'enfermer dans des dogmes, dans des visions trop restrictives, etc. Il faut regarder la réalité en face ». La réalité en face, c'est que ce n'est pas dur pour tout le monde. Si ce n'est pas dur pour tout le monde, que ceux pour qui c'est moins dur, ou c'est pas dur du tout, ou c'est même très facile... C'est eux qui doivent payer davantage. Eh bien, ils doivent contribuer dans cette période exceptionnelle. Et puisqu'ils ne veulent pas bouger sur le fond l'impôt, au moins qu'ils écoutent que sur une période exceptionnelle, qui est celle qu'on va traverser dans les mois à venir, il y a une contribution des plus riches. Laurent Berger, le congrès qui s'est achevé sur votre réélection s'est un peu divisé sur la question de la réforme des retraites. Quelle est donc au final la position de la CFDT sur cette réforme? Le congrès ne s'est pas divisé. Le congrès, vous savez, quand on fait vivre la démocratie interne, pardon, eh bien, on dégage des majorités. Il y a une majorité au congrès qui a dit, et ce sera la position de la CFDT, qui a dit on ne veut pas ça, on ne voulait pas les 65 ans, c'est une évidence. Donc ça, c'est toujours non. Et on ne veut pas une augmentation de la durée de cotisation. Il y en a une qui est prévue dans les années à venir avec la réforme Touraine, pour aller jusqu'à 43 ans de cotisation. Donc pas de nouvel allègement de la durée de cotisation. Pas de nouvel allongement de la durée de cotisation. Mais qu'est-ce qui vous semble acceptable sur les retraites? Ce qui me semble acceptable, c'est qu'on regarde comment on crée un système des retraites plus juste. C'est cette fameuse réforme systémique qu'on appelait de nos voeux, qui a été plus ou moins initiée, puis qui a été abandonnée à cause du Covid. Pour le reste, moi, ce qui me semble inacceptable, et c'est en lien avec le sujet précédent, c'est qu'on demande aux travailleurs de travailler plus longtemps pour financer des politiques publiques qui ne dépendent pas directement des retraites. La CFDT, elle a toujours assumé ses responsabilités pour sauvegarder le régime des retraites. Quand il fallait faire des efforts, parce qu'il y avait un déséquilibre, on le faisait. Aujourd'hui, le sujet, ce qu'on nous dit le gouvernement, c'est que le problème n'est pas tant le financement du régime de retraite que de financer la perte d'autonomie, l'éducation, la santé. Et bien ça, je suis désolé, ça s'appelle la fiscalité et pas la cotisation sociale des travailleurs. Laurent Berger, la maison dans laquelle vous vous trouvez ce matin, dans laquelle vous exprimez ce matin, dispose actuellement d'un gage d'indépendance qui s'appelle la redevance, un financement qui lui est assuré chaque année, quelles que soient les humeurs de l'État actionnaire. Emmanuel Macron veut supprimer cette redevance officiellement pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. Est-ce que vous comprenez cette position? Non, je la conteste même. Je la conteste. La redevance télé, ça permet d'avoir un audiovisuel libre. 138 € par an, par foyer. Oui, et donc du coup, c'est la supprimer. D'abord, il faudra bien que quelqu'un la paye, on le sait. Et là, potentiellement, on nous dira un jour il y a du déficit parce que pour telle ou telle raison, et on dira faut travailler plus longtemps. Donc ça, je conteste ça. Et puis deuxièmement, on ne nous dit pas comment on va financer l'audiovisuel public. Et aujourd'hui, je suis désolé, on est en fatigue démocratique. On a un problème démocratique. L'audiovisuel public, c'est un gage de cette démocratie et d'un débat public qui s'élève un peu. Le mettre en difficulté, c'est une faute. J'espère qu'ils ne le feront pas in fine. Merci beaucoup Laurent Berger d'être venu dans Télématin. Merci à vous.